La Delahaye 1948 est l'incarnation de l'élégance et de la beauté. Mais ne soyez pas dupes. Croyez-le ou non, ce véhicule est un loup déguisé en agneau. C'est une très belle voiture avec des courbes sensuelles. Mais cette superbe carrosserie dissimule le cœur d'une voiture de course. Parfois, la malchance peut faire office de bonne fortune. Elle ne semblait pas endommagée, mais en y regardant de plus près, il y avait des bosses sur le pourtour de la voiture. Elle avait heurté la voiture devant, une Porsche Carrera GT. Un véhicule aérodynamique a coupé le souffle. Les gens sont restés figés devant cette voiture unique, au style très avant-gardiste. Ils étaient déconcertés. Puissance, élégance et innovation. Une combinaison gagnante pour toutes les beautés d'acier de l'histoire de l'automobile. En 1948, 3 ans se sont écoulés après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe se remet sur pied. Les grands concepteurs automobiles français peuvent enfin laisser libre cours à leur imagination. Cette voiture est leur manière de célébrer la libération et de rappeler leur existence. Comme s'ils disaient à la concurrence, nous sommes de retour. On ne cherchait pas à se démarquer en 1948. On se référait à ce qui se faisait dans la France d'avant-guerre. Les constructeurs étaient ravis de produire des voitures. Delahaye utilisait donc le châssis, la suspension et les composants mécaniques qu'elle avait mis au point pour ses voitures de Grand Prix d'avant-guerre. Ces éléments qui étaient exceptionnels en 1939 l'étaient toujours en 1948. Les artisans aussi se réjouissaient de faire ce qu'ils aimaient par-dessus tout, fabriquer de superbes voitures. Ils travaillaient avec plaisir. Mark Livjevsky est le conservateur en chef du musée automobile JWR qui possède une des plus importantes collections privées de voitures au monde. Ce n'est peut-être pas la plus grande collection, mais le large éventail et la qualité des véhicules qui la composent sont incomparables. Parmi toutes ces splendides voitures qui sont de véritables œuvres d'art, la Delahaye 1948 est l'une de ses préférées. J'ai un lien particulier avec cette voiture. Tout a commencé il y a 11 ans, à mes débuts au musée. Lors de ma 3e journée de travail, on a pris l'avion pour aller voir des voitures en vente au Connecticut. Je l'ai vue sortir du garage et j'étais conquis. Elle n'était pas restaurée. Elle n'était donc pas aussi belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais c'était la plus belle voiture que j'avais vue de ma vie. Il fallait être perspicace pour l'acheter dans cet état, parce qu'il fallait la restaurer dans ses moindres détails. Le résultat est vraiment spectaculaire. Ce qui nous saute aux yeux lorsqu'on regarde cette voiture, ce sont ses garde-boue particulièrement gracieux, ses courbes très féminines et des pièces chromées. C'est un peu clinquant, peut-être excessif, mais c'est fait avec goût. Il y a aussi les pare-chocs qui évoquent les ailes superposées des biplans. Cette voiture nous transporte sur la Côte d'Azur en 1948, où l'on savourait pleinement la vie. La marque Delahaye a été créée au début du XXe siècle, alors que l'entreprise fabriquait des briques, avant de se lancer dans la construction de voitures et de camions. Ces élégantes voitures de sport ont eu du succès. Mais en raison de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a interrompu la production de ces véhicules. Lorsqu'elle a repris ses activités, elle a fabriqué des voitures avec des pièces de conception d'avant-guerre. Comme la plupart des automobiles de luxe de l'époque, le châssis et la carrosserie de la Delahaye étaient produits séparément,
la carrosserie étant assemblée par un carrossier. La carrosserie de cette Delahaye type 135M a été conçue par l'entreprise parisienne Figoni et Fallachi. La Delahaye est une voiture française. À l'époque, les constructeurs automobiles ne fabriquaient pas de carrosserie. Elles étaient faites sur mesure par un carrossier. Celle de ce cabriolet 3 positions a été assemblée par Figoni et Fallachi, des carrossiers chevronnés. Elle est vraiment magnifique. Il existe 18 exemplaires de ce modèle. On le surnomme El Glaoui. On l'appelle ainsi en l'honneur du propriétaire du premier exemplaire fabriqué, Tami El Glaoui, Pacha de Marrakech. Ces voitures sont magnifiques. Alfred Hitchcock en a utilisé une semblable pour une scène du film La main au collet. Récemment, des voitures Delahaye se sont vendues aux enchères à plus de 7 millions de dollars. Un prix qui est sans commune mesure avec celui qu'on payait à l'époque. Quel était le prix d'une Delahaye 1948 avec une carrosserie Figoni et Fallachi? Eh bien, si on l'achetait neuve, il fallait débourser environ 10 000 $, soit l'équivalent de 10 voitures Ford neuves. Dernièrement, des véhicules comparables à celui-ci se sont vendus entre 4 et 600 000 $. C'est très cher, mais ce n'est pas exorbitant, comparativement aux Delahaye qui se sont vendus jusqu'à 5 millions de dollars. J'aime les voitures qui me mettent au défi. Celle-ci offre le meilleur des deux mondes, car elle est magnifique et elle est dotée d'un moteur très puissant. Elle peut rouler toute la journée sans la moindre difficulté. Elle est agile et particulièrement excitante à conduire. Ce n'est pas une Ferrari, mais presque. Croyez-le ou non, ce véhicule est un loup déguisé en agneau. C'est une très belle voiture, avec des courbes sensuelles. Mais cette superbe carrosserie dissimule le cœur d'une voiture de course. C'est étonnant qu'une aussi belle voiture ait une aussi bonne tenue de route. Elle est vraiment très impressionnante. La route appartient aux beautés d'acier comme la Delahaye et la Alfa Romeo 6C 2500 1948. Elles n'ont certainement pas leur place dans un conteneur d'expédition. Elle a été expédiée à partir des États-Unis dans une remorque pour 2 voitures. Malheureusement, une des sangles d'arrimage s'est brisée. Le livreur s'en est aperçu une fois rendu à destination, lorsqu'il a ouvert la remorque devant chez moi. Il ne pouvait croire que la voiture se soit détachée. Tragédie et triomphe d'une Alfa Romeo en route vers sa terre natale. Certaines personnes sont irrémédiablement associées à des marques en particulier. Que ce soit une distillerie de whisky, un fabricant de chaussures ou un constructeur automobile. C'est le cas d'Oliver Collins, qui a toujours été attiré par Alfa Romeo. Je lisais tout ce qui concernait Alfa Romeo dans les magazines des années 1960. Je connaissais l'histoire de la marque et ses voitures de sport élégantes. Un jour, j'ai eu la chance d'acheter une Berlina, une berline 4 portes, ordinaire du début des années 1970. J'en ai même acheté 2. Depuis, j'ai eu 18 Alfa Romeo. J'avais eu des voitures anglaises auparavant et j'étais fasciné par la différence de qualité des pièces, comme les tambours de frein en aluminium, le moteur à double arbre à cames et les multiples carburateurs. Tous ces éléments avaient un charme exotique et j'en suis devenu passionné. Lorsqu'il découvre que cette voiture est à vendre, impossible pour lui d'y résister. Il s'agit du modèle 6C 2500.
Il est doté d'un moteur 6 cylindres de 2,5 litres. On gardait les choses très simples à l'époque. C'est une carrosserie Touring. Touring est le nom de l'entreprise qui a conçu cette carrosserie. Les gens croient qu'il s'agit d'une Alfa Romeo modèle Touring, mais c'est le nom du carrossier. Charles Weyman a utilisé des procédés aéronautiques pour développer une carrosserie. Touring a perfectionné son invention en remplaçant sa structure de bois recouverte de toile par une armature et des panneaux d'aluminium. L'entreprise l'a brevetée sous le nom de Superleggera, ou très légère en italien. Les ouvriers se séparaient le travail. Pour faire une aile, il fallait placer une plaque de métal sur un moule de bois et la façonner à coups de masse. Il n'y avait pas de presse pour le moulage des pièces de carrosserie. Les ouvriers fabriquaient chaque pièce séparément et une autre équipe les assemblait pour former la carrosserie. Le châssis et le moteur étaient donc fabriqués par Alfa Romeo pour être ensuite livrés chez Touring, dont l'équipe d'ouvriers façonnait chaque pièce de carrosserie à l'aide d'un moule de bois. Cet Alfa Romeo développe 110 chevaux vapeur et peut atteindre 160 km/h sur l'autoroute. Bien qu'elle ne soit pas une voiture de course selon les normes actuelles, elle impressionnait tout de même en 1948. Alfa Romeo entretient soigneusement son patrimoine sportif. En 1929, Enzo Ferrari était pilote automobile et directeur sportif de l'écurie Alfa Romeo. En tant que pilote, Ferrari obtient des résultats convenables, mais sans plus. Pour la construction automobile, cependant, il a un talent exceptionnel. Il quittera un jour Alfa Romeo pour lancer sa propre entreprise. Alfa Romeo dominait l'industrie dans les années 1930. Enzo Ferrari était directeur sportif de son écurie. Et le symbole du cheval cabré, qui deviendra le logo de Ferrari, est apparu à cette époque. Il ornait les voitures de course d'Alfa Romeo jusqu'à ce que Ferrari ne lance son entreprise. L'écurie Alfa Romeo excellait dans les années 1930. Certains jours, Oliver s'est sincèrement demandé s'il était destiné à être propriétaire de cette voiture. Lorsque je l'ai achetée, elle était en Belgique. Elle a fait le voyage jusqu'aux États-Unis, puis elle m'a été expédiée dans une remorque pour 2 voitures. Pendant le transport, une sangle d'arrimage s'est brisée et la voiture s'est détachée. Une fois à destination, le livreur a ouvert la remorque et il était désolé de voir que la voiture s'était détachée et qu'elle était de travers. Du premier coup d'œil, elle ne semblait pas endommagée, mais en y regardant de plus près, il y avait des bosses sur le pourtour de la voiture. Elle avait heurté la voiture devant, une Porsche Carrera GT de 500 000 $, endommagée elle aussi. Cela dit, le transporteur avait une bonne police d'assurance et il a assumé la réparation. Je participais au concours d'élégance de Pebble Beach 6 semaines plus tard. Il l'a confié à un professionnel qui avait déjà restauré des voitures de cette qualité. Il l'a terminé à temps. On a donc présenté un véhicule fraîchement repeint et remis en état. En 2010, Alfa Romeo célébrait son 100e anniversaire. Oliver a décidé de ramener sa voiture sur la terre qui l'a vue naître, afin de la présenter au prestigieux concours d'élégance d'automobile de collection à la Villa d'Este. On a fait un voyage organisé par un service de partage de véhicules, le Superleggera Club, et la boîte de vitesse est restée coincée alors qu'on visitait des vignobles. On a fait transporter la voiture jusqu'à Milan pour la faire réparer. Le concours Villa d'Este avait lieu quelques jours plus tard. Ça s'est réglé rapidement, il suffisait de décoincer la boîte de vitesse. Mais quand la voiture était au garage, un véhicule a reculé dans une portière ouverte. Elle s'est pliée, les charnières se sont tordues et l'aile avant a été bosselée. La situation était bien sûr angoissante, car il était impossible de tout réparer en 2 jours, le temps restant avant le concours Villa d'Este. Un des bosseleurs a réussi à déplier la porte, mais elle ne fermait pas. Il fallait une corde pour la maintenir en place. Elle n'est pas tant cabossée et la fenêtre est presque fermée. Mais la plupart des gens n'auraient pas présenté une voiture dans cet état à un concours d'élégance.
La fille d'un ami travaillait bénévolement comme secrétaire pour le comité des juges. Elle a parlé de la situation avec les organisateurs et lui ont dit de présenter la voiture de toute façon. On a donc participé à Villa d'Este avec une porte maintenue fermée par une corde et une bosse sur l'aile. Lorsqu'on est arrivé sur place, c'était tout un soulagement, honnêtement. La voiture a subi le processus d'évaluation habituel et on a eu toute une surprise. Elle a remporté la 2e place dans sa catégorie. Lorsque j'ai parlé à un des juges, je lui ai exprimé mon étonnement devant ce prix, compte tenu de la bosse sur l'aile. Il m'a alors répondu qu'il s'agissait d'un concours d'élégance et non pas d'un concours d'état. Que même endommagée, ma voiture était élégante. C'était fantastique. La voiture n'est plus accidentée et elle a retrouvé son lustre d'origine. Le tableau de bord est plutôt simple. Il y a quelques accessoires chromés, mais rien d'extravagant. Cette radio n'est pas fonctionnelle. Elles sont très rares et je n'en ai pas trouvé. J'ai donc installé des plaques décoratives. Aussi, Alfa Romeo a fait un choix étrange. Le tachymètre est ici et l'indicateur de vitesse est devant le passager, comme si la vitesse importait peu. Il y a certains accessoires que j'aime particulièrement. Par exemple, ce pare-soleil en acrylique, comme une visière de casque de moto. J'aime aussi le rétroviseur intérieur, parce qu'il s'agit d'un miroir biseauté qui comprend une gravure du logo de Touring, le carrossier. Lorsqu'on tire sur cette poignée, l'écran de la lunette arrière se lève pour nous protéger du soleil. À droite, il y a un petit compartiment qui renferme plusieurs manettes pour actionner les essuie-glaces et l'étrangleur, entre autres. Et à gauche, la boîte à gants. Il y a aussi les poignées de porte. Tout est simple, mais réalisé avec minutie. Regardez la forme de cette pochette de rangement. Elle est magnifique. Et cette pièce d'aluminium qui s'insère parfaitement dans l'ouverture pratiquée dans le bas de caisse. C'est sans doute pour réduire le bruit et éviter que la saleté ne s'infiltre dans l'habitacle. C'est très ingénieux. On dit que le diable est dans les détails. Ainsi, certains éléments peuvent causer la perte d'une voiture, au même titre que la rouille ou l'évolution du marché de l'automobile. En 1934, une voiture qui a su inspirer les constructeurs du monde entier est passée inaperçue dans son propre pays. Les voitures des années 1930 ont de gros garde-boue et des pièces clairement ajoutées les unes après les autres, d'où l'espace entre les éléments de carrosserie. Celle-ci présente une conception simplifiée. Voici la DeSoto Airflow 1934, une voiture qui a révolutionné la conception automobile partout, sauf à Détroit. Il s'agit probablement de la voiture de série la plus marquante des années 1930. Encore aujourd'hui, elle est à l'avant-garde sur plusieurs plans, et ce sont ses courbes qui la distinguent. Elle est plus aérodynamique que plusieurs voitures modernes et que tous les véhicules utilitaires sport. Tout part de la calandre. Il s'agit du modèle complètement redessiné de la première Airflow lancée en 1934, qui présentait des changements de conception plus radicaux. Par exemple, elle comprenait une calandre en chute d'eau. Même si elle a été modifiée, elle est toujours de style art déco et très en avance sur son temps. Les phares sont intégrés aux ailes. Il n'y a absolument rien qui puisse empêcher l'air de glisser sous et sur le véhicule. Les roues arrière sont couvertes d'un panneau pour augmenter l'aérodynamisme. À l'intérieur, le volant est placé en angle pour augmenter le confort du conducteur. C'est un chef-d'œuvre de simplicité. Mais les pièces de carrosserie et les éléments de l'habitacle sont un reflet d'époque. Les indicateurs du tableau de bord, de style art déco, sont de véritables œuvres d'art.
La DeSoto Airflow 1935 est la première voiture conçue à l'aide d'une soufflerie. Les voitures conçues à la fin des années 1920, même celles de DeSoto, évoquaient une construction en briques, car leur carrosserie ressemblait à 3 prismes rectangulaires sur roues. Grâce à la soufflerie, les ingénieurs de Chrysler et de DeSoto ont fait une découverte majeure. L'arrière des voitures était plus aérodynamique que l'avant. Pour le prouver, DeSoto a engagé en 1933 Harry Hartz, un ancien pilote automobile. Sa mission ? Conduire une DeSoto à reculons à travers le pays utilisant la lunette arrière en guise de pare-brise. La démonstration a fait beaucoup d'éclat. Jusque-là, personne n'avait entendu parler de l'aérodynamique automobile. Au Salon de l'automobile de New York de 1934, les gens sont restés figés devant cette voiture unique au style très avant-gardiste. Ils étaient déconcertés. Habituellement, les châssis étaient formés de 2 poutres assemblées en H, sur lesquelles on fixait la carrosserie. Mais le châssis de cette voiture est conçu différemment. Ce n'est pas un simple support pour la carrosserie, puisqu'il en épouse parfaitement les formes. De plus, le moteur a été déplacé de 50 cm vers l'avant et l'essieu arrière a été reculé, offrant plus d'espace aux conducteurs, mais surtout aux passagers. Elle a été commercialisée en tant que voiture en avance sur son temps et en tant que véhicule sécuritaire. Des images tournées à l'époque montrent la voiture tomber d'une falaise, survivre à la chute et redémarrer, après avoir subi des dommages minimes. C'est le premier véhicule présenté comme étant sûr, fiable et solide. DeSoto a lancé cette voiture résistante, aérodynamique et à faible consommation de carburant plusieurs années avant ses concurrents. Comment expliquer son échec? Elle a échoué pour plusieurs raisons. Lors de son lancement en 1934, elle a attiré l'attention des gens et elle a été couronnée de succès. Mais les gens, durant la Grande Dépression, étaient plus conservateurs. Ils recherchaient ce qui avait fait ses preuves, car il est risqué d'acheter un produit original. Cette voiture était originale à l'époque, elle sortait du lot, et c'est toujours le cas. En 1936, DeSoto a lancé une voiture similaire, la Airstream, dont le style de carrosserie correspondait davantage aux normes de l'époque. Les ventes de la Airflow ont piétiné pendant une autre année, puis l'entreprise en a cessé la production en 1937. Sa conception n'a toutefois pas disparu pour autant. Elle n'a que déménagé. Les concepteurs européens ont adopté ce que les Nord-Américains avaient rejeté. Au Japon, la première Toyota, le modèle AA, est presque identique à la Airflow. DeSoto a survécu jusque dans les années 1950. Mais l'entreprise n'a plus jamais construit de voiture aussi perfectionnée et avant-gardiste que la Airflow. Un épisode exceptionnel d'aérodynamisme et de beauté d'acier.